Comment emprunter quand les deux membres du couple ne sont pas complètement investis pour développer le patrimoine immobilier? Bonjour les polyinvestisseurs, aujourd'hui on voit un sujet qui peut être sensible. Parfois quand on est dans un couple, il y en a un des deux qui est plus ou moins prudent, qui est plus ou moins réticent, qui est plus ou moins craintif à l'idée d'investir et notamment dans l'immobilier. Avant d'aller plus loin, vous pouvez penser à vous abonner, vous pouvez liker à la fin si vous avez aimé, activer la cloche, surtout posez des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et puis dans l'intervalle, si vous voulez passer un peu plus de temps avec Julien et moi, vous pouvez télécharger le dernier séminaire de 7 heures. Et puis peut-être que ça vous enrichira davantage pour investir et passer à l'action. Revenons maintenant sur la partie où vous voulez investir et c'est un blocage dans le couple. Parce que oui, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut réellement être un blocage. Soit un blocage moral, émotionnel ou même juridique. Si vous êtes concubin, a priori, il n'y a rien qui vous relie juridiquement, donc chacun pourra investir de son côté. Ça sera peut-être dommage pour celui qui veut investir car il investira seul. Et il peut y avoir aussi des bonnes opportunités à investir seul, évidemment. Deuxième situation, on est pacsé ou alors on est en union libre, mais c'est la même chose que le concubinage dans ce cadre-là. Deuxième situation, nous sommes pacsés et nous avons envie d'investir ensemble et donc nécessairement on doit obtenir l'accord de son conjoint comme dans le cadre du mariage, sauf que dans le cadre du mariage, en fonction du régime matrimonial évidemment, on peut ou non avoir besoin de la signature de l'autre pour pouvoir investir. Je vous donne deux exemples, la communauté réduite aux acquêts ou de l'autre côté la séparation de biens. Ça ne seraient pas les mêmes obligations qui seraient demandées par les banques. Maintenant que ça c'est rappelé, nous la question c'est concrètement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui moi je suis prêt à investir et que mon partenaire ou ma partenaire de vie n'est pas prête à investir. Souvent, la peur fait lien à la méconnaissance. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, par habitude, nous allons le rejeter. Nous allons le rejeter et trouver plusieurs arguments qui vont venir des croyances que nous avons. Et donc, il y a deux choses à identifier. La première, c'est que quand vous échangez avec votre partenaire de vie, la question pourquoi va faire émerger ces croyances. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'aies pas envie d'investir? Pourquoi tu n'as pas envie d'investir? Si je reprends l'étymologie du mot, pourquoi? Et la personne va vous livrer ses croyances. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que je trouve que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le locataire pourrait ne pas payer, parce que les travaux peut-être pourraient être trop importants. Peut-être parce que nous ne pourrions pas rembourser le prêt, que ça nous mettrait dans des difficultés. Peut-être parce que nous allons avoir du mal à trouver des locataires. Peut-être parce que les autres de notre entourage vont nous considérer comme des nantis et des riches et j'ai pas envie que notre image change. Peut-être parce et je pourrais vous en sortir des dizaines comme ça pour les avoir déjà entendus. Et oui, bien sûr, tout ça serait possible, mais c'est de l'ordre des croyances. C'est de l'ordre des croyances et c'est extrêmement difficile de s'en détacher parce que ça fait lien avec de l'émotionnel et des peurs, de l'insécurité. Et donc tout votre rôle va être d'apporter de l'assurance, de la sécurité, de la discussion, utiliser de la rhétorique de manière à comprendre l'autre et d'avancer ensemble sur le chemin qui est la communication pour pouvoir investir pas à pas. Alors peut-être que vous êtes plus avancé que votre partenaire de vie et que vous avez davantage de connaissances, mais le premier pas, c'est de réussir à l'intéresser, soit au travers de jeux, soit au travers de discussions, soit au travers tout simplement de formations que vous pouvez avoir et en disant voilà, moi peut-être que je fais un effort et on va dans ton monde à toi et je partage du temps avec toi sur ce monde-là et puis toi de l'autre côté en contrepartie tu peux venir explorer le monde qui m'intéresse de manière à simplement comprendre. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on investira, mais simplement pour qu'on ait davantage de discussions et peut-être que tu m'apporteras des éléments de réflexion que je n'aurais pas eu et le contraire aussi réciproquement pourrait exister et peut-être qu'il y a des choses que tu comprendras davantage et qui te permettront d'avancer dans cette direction-là. Ça, c'est la première étape. Le pourquoi va faire émerger les croyances et les peurs de l'autre. Ensuite, il y a une autre question qui est extrêmement importante et qui peut aider à débloquer la situation, c'est j'ai bien compris aujourd'hui les peurs qui t'animent ou les réticences que tu as à investir. Qu'est-ce qui ferait que nous passions à l'action? Comment pourrions-nous passer à l'action? Qu'est-ce qui, dans l'investissement, ferait que tu sois complètement rassuré? Par exemple, qu'est-ce qui ferait qu'on soit sûr de trouver des locataires?
comment tu serais rassuré sur le fait qu'on soit certain de trouver des locataires? Vous voyez l'importance de la rhétorique ici? De la même manière, comment pourrions-nous faire pour qu'à la fois nous puissions investir et que dans le même temps, tu sois rassuré sur le fait que nous puissions toujours payer les charges de prêt qui y sont associées? Peut-être que votre conjointe va vous dire, là, il me faudrait tant d'épargne de côté. Ou peut-être qu'il faudrait que tu me montres des études qui démontrent le nombre d'incidents de paiement. Ou peut-être que si je te disais qu'il y avait une garantie loyer impayé qui existait, peut-être que c'est quelque chose qui viendrait rassurer votre partenaire de vie. Vous voyez, donc c'est ce type de discussion-là que vous devez initier plutôt que de dire, mais non, mais c'est logique. Non. Dans la prise de décision, quand on échange avec quelqu'un, la logique ne résout jamais la situation. Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'émotionnel qui parle. Et donc, pour allier l'émotionnel à une décision, on va avoir besoin d'informations. Et pas d'informations qui est imposée, mais bien de l'information mise à disposition. Quand cela est fait, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de réaliser un investissement en contraignant l'autre, pour deux raisons. La première, c'est que, si ça se passe mal, l'autre sera prêt à vous dire « Ah, je te l'avais dit ». Et donc évidemment, il n'y a rien de plus désagréable quand on est en train de développer quelque chose, qu'on y met toute son énergie, d'avoir quelqu'un qui nous attend pour nous dire « Ah, voilà, je te l'avais dit ». Rien de plus désagréable, donc c'est mieux de faire alliance avec son partenaire de vie pour résoudre les obstacles parce que, disons-nous-le tout de suite, être investisseur, c'est gérer des problèmes, des obstacles, trouver des solutions. C'est pas facile, c'est pas magique. Par contre, c'est accessible à tous en réfléchissant un minimum et en s'entourant un minimum. Donc, faire alliance avec l'autre pour pouvoir s'investir. 2, faire en sorte que l'autre aussi soit un booster dans la relation. C'est-à-dire que on doit être avec l'autre et l'autre doit nous aider à nous pousser. Parce que quand on est tout seul à tout devoir gérer tout le temps, ça peut être pénible en termes d'énergie. Si vous êtes au début de l'investissement et que vous devez gérer à la fois votre activité professionnelle, peut-être que vous devez gérer les enfants, et puis vous devez gérer à minima les loisirs, et puis la vie de couple, et puis en plus les investissements, c'est sûr que ça fait beaucoup, alors que quand vous êtes deux à gérer une activité qui va servir la communauté, eh bien c'est plus agréable. Maintenant que ça c'est dit, et que la personne elle est prête à passer à l'action, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de tout de suite aller chercher des montants qui vont lui faire peur. 500 000 euros, 1 million d'euros, 300 000 euros, je ne sais pas, ça dépend de la personne. Mais peut-être que ça serait une question à lui poser. Très bien, je comprends qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui puisse t'inquiéter. Qu'est-ce qui ferait en termes de montant que nous puissions passer à l'action et que dans le même temps tu sois complètement rassuré, s'il y a un problème, à la rigueur, on le revendrait. Et donc, peut-être qu'au départ, vous allez commencer par un bien à 50 000 euros ou 100 000 euros, simplement pour prendre la température, pour montrer que tout se passe bien, que tout est OK, que, on peut trouver des locataires, que la gestion des locataires, elle est facile, que la collecte de loyer, elle est réalisable, qu'on rembourse correctement le prêt, qu'on paye les charges. Et une fois qu'il y a un premier bien qui a été initié, tout simplement s'orienter sur un bien peut-être d'une dimension supérieure, peut-être réaliser un arbitrage en revendant le premier bien parce que vous allez trouver plus rentable par la suite. Mais l'idée, et j'insiste sur ça, c'est de ne pas aller à la confrontation avec votre partenaire de vie, mais bien d'être dans l'écoute et d'avancer. Il y a des stratagèmes qui existent pour investir sans le partenaire de vie évidemment et pour vous protéger, notamment dans le cadre où vous anticiperiez une séparation. Ça peut être aussi une réflexion intéressante à avoir, mais en l'occurrence c'est pas l'objet de la vidéo, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pour l'instant c'est surtout rester avec la personne avec qui vous êtes pour investir et également anticiper, et c'est surtout sur ce sur quoi je voulais arriver, une possible séparation. Je sais que quand on est ensemble et que tout se passe bien, nous n'y pensons jamais, mais quand vous investissez à deux, posez-vous la question de qu'est-ce qui se passerait si à un moment donné, un des deux était amené à décéder ou si un des deux était amené à vouloir se séparer. Quelles conséquences cela aurait-il pour ma vie, pour ma situation de vie, pour mon organisation? Est-ce que j'aurai encore le temps de gérer les biens immobiliers ou pas? Et quelles conséquences ça aurait d'un point de vue pécunier et d'organisation patrimoniale? Alors je sais que finir une vidéo sur une note qui est peu joyeuse, ça fait pas rêver, mais en même temps c'est la dure réalité de l'investisseur de devoir anticiper pour pouvoir se prémunir. Voilà. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec beaucoup de plaisir et je vous rejoins dans la prochaine vidéo.